Ah ben, j'ai le plaisir de passer la parole à Jérémy Decoq, qui est meilleur expert pour toi, de Cyberzen, pour la revue d'actualité de l'OCIR avec toutes les vulnérabilités du mois. C'est à vous. Alors bonjour à tous. Vous allez voir qu'il y a pas mal de sujets, donc on va directement attaquer et entrer dans le vif du sujet. Alors, donc on commence comme d'habitude avec un petit rappel du support Windows, donc que ce soit les workstations ou les serveurs. Donc pour les workstations, rien à signaler, rien de prévu pour le premier trimestre 2025, donc vous avez encore un peu de temps. Et même chose pour les Windows Server. Donc pour les failles et bulletin, on commence forcément avec le patch Tuesday de Microsoft, donc qui corrige 91 vulnérabilités, dont 4 0D. La première, vous avez fortement dû en entendre parler, c'est un leak de hash sur NTLM. Donc quand vous voyez le petit éclair, c'est que c'est fortement exploité dans la nature. Donc vous avez plein d'articles qui sont dédiés à cette première CVE sur NTLM. Donc NTLM donc pour l'authentification réseau. Donc la vulnérabilité, en fait, s'exploite via une one-click. Donc en fait, il vous suffit d'interagir avec un fichier malveillant. Donc une interaction, c'est soit une sélection du fichier, soit une inspection, ou même une quelconque action. Donc vous allez me dire une sélection comment? En fait, par exemple, dans l'explorateur de fichiers, vous avez la prévisualisation automatique qui va vous retourner les métadonnées des métadonnées du fichier que vous sélectionnez, ou même d'afficher un aperçu du contenu. Et donc c'est comme ça que vous pouvez trigger l'événement et enclencher la vulnérabilité si le fichier est malveillant, bien sûr. Et donc les versions affectées Windows 10 et 11 pour les workstations et du Windows Server 2008 à la version 2025. Ensuite, on a une autre vulnérabilité qui est fortement exploitée dans la nature. Donc, elle qui se trouve au niveau du planificateur de tâches de Windows. Donc, elle vous permet d'élever vos privilèges et donc de devenir NT système. Donc, en fait, vous savez que maintenant, depuis Windows 8, vous avez ce qu'on appelle des app containers. Donc, en fait, qui sont enfin, une fonctionnalité qui permet d'isoler vos applications dans des environnements qui sont restreints. Et ben là, en fait, votre planificateur de tâches, il est utilisé dans un app conteneur à faible niveau de privilège, mais vous pouvez, grâce à ça, obtenir en fait beaucoup plus de privilèges sur votre système hôte, et c'est ce que vous permet la vulnérabilité. Donc, environnement isolé, pas tant que ça. Et donc, au niveau des versions affectées, même chose pour les workstations et pour les Windows Server, donc de la 2016 à la 2025. On a ensuite un spoofing sur Microsoft Exchange Server. Donc la vulnérabilité en fait repose sur une usurpation donc de mail. Donc vous faites passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas en altérant les entêtes P2From. Donc P2From en fait ça fait référence à l'adresse de l'expéditeur qui sera visible par le destinateur, donc dans son client de messagerie. À ne pas confondre avec le P1 Mail From, qui, elle, est une entête utilisée par enfin, par les serveurs SMTP. Donc ça, vous aurez plus d'informations dans la RFC 5322. Et donc ici, le but, c'est de passer les mesures de sécurité en altérant le contenu du P2From. Et donc, les versions affectées, Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 23 et pour les versions 2019, la Cumulative Update 13 et 14. Ensuite, côté ADCS, on a une élévation de privilèges. ADCS pour Active Directory Certificate Service. Donc c'est le rôle que vous pouvez donner à votre Windows Server qui vous permet de gérer vos certificats, donc de faire votre propre PKI. Et donc ici, vous exploitez les modèles de certificats de version 1, donc uniquement. Donc ici, le but, en fait, au moment de donc une CSR, un Certificate Signing Request, vous allez en fait faire une demande de signature de certificat. Et donc en fait, vous allez jouer avec le nom du sujet dans cette CSR. Euh,
et par exemple dire que le nom du sujet c'est l'administrateur du domaine. Vous allez obtenir votre certificat numérique signé. Et ensuite, une fois ce certificat obtenu, vous allez pouvoir vous authentifier en tant que l'entité spécifiée dans votre CSR. Donc ici, si vous avez spécifié administrateur du domaine, vous pourrez vous authentifier en tant qu'administrateur du domaine. Donc très critique. Et donc pour les versions affectées, de Windows Server 2008 à Windows Server 2025. Et ensuite, on a d'autres vulnérabilités qui sont sur critiques, qui sont intéressantes. On en a sur .NET et Visual Studio, donc une RCE. On a aussi une autre RCE sur le KDC de Windows, donc KDC Proxy. Une élévation de privilèges sur harddiskmicrosoft.com et une élévation de privilèges sur VMswitch. On a parlé donc dans les mois précédents de la vulnérabilité FortiJump, donc qui porte le numéro de CVE 2024 47575 et qui est une faille qui est présente dans l'API de FortiManager. Donc qu'est-ce qu'elle vous permettait de faire? Elle vous permettait d'exfiltrer des données donc relatives au serveur, des adresses IP, des informations d'identification, etc. Donc une réalité assez critique. Il y a des correctifs qui sont sortis. Donc, dans les versions impactées, on avait de la 6.2 à la 7.6. Donc, pour toutes ces versions, il y a un correctif qui est sorti. Même pour la version FortiManager Cloud. Et donc, patché, oui, mais pas trop. Pourquoi? Parce que il y a un bypass qui a été trouvé, qui a été nommé FortiJump Higher. Donc, on n'a pas forcément plus d'infos sur l'exploitation. On sait juste que c'est Watchtower qui l'a trouvé et qui a également trouvé deux autres vulnérabilités. Donc, entre autres, une qui vous permet, via un escrasement de fichiers, d'entraîner un crash system du FortiManager. Donc, qui vous permet d'effectuer un déni de service. Donc, malheureusement, on n'a pas encore de correctif pour ce bypass. Si je ne m'abuse, il n'y a même pas encore de numéro de CVE donc, attribué à cette vulnérabilité. Et je ne sais pas si ce sera le cas, vu que c'est juste un bypass d'une précédente CVE. Mais donc voilà, si on a plus un petit peu plus d'infos, on vous en donnera. Vous allez voir dans cette présentation que Watchtower a trouvé pas mal de vulnérabilités ce mois-ci. Donc ensuite, vous avez des failles dans Need Restart. Donc en fait, c'est tout simplement un utilitaire donc qui est par exemple présent sur Ubuntu depuis sa version 21.04. Donc le Ubuntu 21.04, c'est 22, publication le 22 avril 2021. Et cet utilitaire, en fait, il va constamment en fait, scanner votre machine et voir s'il est nécessaire ou pas de redémarrer des services ou le système directement. Donc c'est par exemple ce qui est utilisé lorsque vous faites des mises à jour pour voir si, il est nécessaire de redémarrer un service pour lui faire utiliser la version la plus à jour d'un paquet que vous venez d'installer ou sinon bah, il continuera à utiliser la version précédente. Donc c'est un utilitaire assez connu et utilisé. Et donc vous avez cinq failles qui ont été trouvées sur ce service qui permettent une élévation de privilèges. Donc vous avez les 5 CVE juste en dessous. Et assez grave parce qu'en fait, c'est un zéro clic. Donc, vous n'avez pas besoin d'interagir avec le service ou avec quelconque fichier pour enclencher l'exécution des vulnérabilités. Et comment ça se passe? Eh ben, en fait, il vous suffit de manipuler une variable d'environnement qui va influencer vos interpréteurs Python et Ruby et ben, du coup de déclencher l'élévation de privilèges. Alors, ces failles seraient présentes depuis la version 0.8 de l'outil. Et bah, en fait, il faut savoir que la version 0.8, elle a été publiée en avril 2014. Donc, ça veut dire que ces vulnérabilités sont fonctionnelles, enfin, exploitables depuis plus de 10 ans. Donc, il y a un correctif qui est sorti. Le correctif est directement appliqué sur la version 3.8 de Need Restart. Et si vous ne pouvez pas monter de version, par exemple, vous pouvez tout simplement désactiver la fonction qui va analyser, enfin, l'analyse de l'interpréteur, donc ce qui est utile vu que les vulnérabilités impactent l'interpréteur Python et Ruby. Et donc pour ça, vous allez dans le fichier de configuration etc nidrestart, nidrestart.conf et vous ajoutez donc la ligne qui est présente dans la capture.
Vous utilisez peut-être dans vos entreprises la téléphonie sur IP ou VoIP. Il y a une 0D sur la suite Mitel Collab, qui est une suite disposant d'outils comme appel vocal, vidéo, audioconférence, prise en charge sur ordinateur, smartphone et téléphonie sur IP. Il y a une vulnérabilité qui a été dévoilée en août et depuis aucun patch depuis plus de 90 jours. Donc au-delà de 90 jours, ça veut dire que le POC est sorti officiellement pour qu'on ait les détails techniques de l'exploitation. Il n'y a pas de CVE qui était associé. L'exploitation a été découverte lors de la recherche sur d'autres CVE connus, sur un audit qu'ils avaient eu de leur côté. Le POC présenté ici permet de la lecture de fichiers et du contournement de l'authentification. Nous, au niveau des recommandations qu'on peut vous faire, c'est du coup de protéger vos instances et par exemple de mettre du filtrage sur les IP qui sont autorisés à se connecter au système d'administration. Correction chez Vim, donc deux CVE qui ont été corrigés sur la solution VSPC, donc qui est une solution qui permet de surveiller la sécurité et l'état de santé des sauvegardes. C'est régulièrement utilisé par les fournisseurs et les prestataires de services. Donc il y a les deux CVE qui sont corrigés. Donc on a une RCE critique sur l'agent VSPC et une autre qui est moyenne qui permet de faire du vol de HNTLM du compte pour le compte du coup du serveur VSPC. C'était dévoilé lors d'un audit interne. C'est exploitable à condition que l'agent de gestion soit autorisé sur le serveur et la version patchée est présentée et est disponible. Deux nouvelles vulnérabilités. Donc là, une pour la première, c'est wget. Donc c'est une vulnérabilité qui serait de niveau moyenne, mais qui serait exploitable depuis un certain nombre d'années. Puisque pour si certains l'auraient oublié, wget peut à la fois faire des requêtes HTTP, mais peut aussi faire des requêtes FTP. Comment ça fonctionne? Wget, lorsqu'on va lui indiquer une information, va faire analyser ce qu'on lui a envoyé ensuite derrière comme argument et va faire la détection de deux points. S'il voit qu'il y a un deux points, il va alors considérer que c'est une requête FTP et non HTTP. Et du coup, ça va permettre de lui indiquer que bah, c'est pas le même type de port et le comportement attendu derrière peut être différent. Alors, de ce qu'on a compris, ce serait un format qui est assez rare et des scénarios qui sont peu probables, mais ça peut être utilisé par exemple pour faire des attaques SSRF avec une URL malveillante ou alors pour faire du phishing ou du man in the middle. La deuxième, c'est une RCE sur 7-Zip, donc qui a été identifiée par un membre de l'équipe de recherche de Trend Micro Security. Globalement, comment ça fonctionne? C'est si les validations sont pas suffisantes lors de l'analyse des données, il y a un sous-flux entier qui est produit et à ce moment-là, un attaquant peut utiliser ce sous-flux pour, par exemple, exécuter du code arbitraire dans le processus affecté et compromettre entièrement la machine. Le patch est déjà disponible pour information, donc n'hésitez pas à patcher et à passer à la V1407. Plus de 15 CVE qui ont été corrigés dans le nouveau patch de Ivanti. Donc Ivanti, qui est une entreprise pour solutions de sécurité et de gestion. Donc elle propose différents types de solutions comme de la connexion à distance avec VPN, du contrôle des accès, passerelle virtuelle et d'autres. Donc globalement, les CVE qui ont été corrigés, ça va de la XSS de niveau 4 globalement à la RCE Unauthenticated, excusez-moi, en passant par de l'élévation de privilèges de comptes locaux. Donc toutes les versions sont passées en 22.7 R, donc là la version R.23, 2.3, 1.2 et R4. Vous avez les détails dans les liens. Donc ensuite, on a une SSRF sur Nextchat. Donc Nextchat, c'est ChatGPT Next Web. Server-side request forgery. Donc si vous savez pas ce que c'est une SSRF. Et donc en fait, le but d'une SSRF, c'est d'aller requêter des services internes via un service web, par exemple, pour l'exemple le plus connu. Donc les SSRF, ça fait partie des vulnérabilités les plus communes dans le monde du web. Donc je vous laisse aller faire un tour sur le top 10 si vous êtes curieux, si vous ne connaissez pas les SSRF. Et donc ici, la faiblesse enfin, se situe au niveau d'une des API de Nextchat. Donc plus précisément celle qui est responsable de la synchronisation des paramètres clients. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous contournez les politiques cores. Les politiques cores, c'est tout simplement les politiques qui vont permettre de contrôler toutes les interactions qui vont être effectuées entre les différents domaines. Donc, c'est par exemple ce qui vous protège des CSRF. Et donc, ici, le problème, c'est que vous n'avez pas d'authentification préalable donc, au niveau de cette API. Et donc, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Donc, un vol de données d'identification ou un usage abusif des privilèges du serveur. Donc, pour les versions affectées, tout ce qui est antérieur ou égal à la version Nextchat 2.11.2.
Donc, comme d'habitude, vous avez les stats du mois avec les vulnérabilités donc, enfin, du mois de novembre qui ont été ajoutées au graphe. Et là, on attaque les piratages, malware et autres événements majeurs qui sont déroulés au cours du mois. Alors, en premier piratage, on a eu un homme chinois de 35 ans qui a été arrêté pour un acte téléphonique à Bangkok. Donc, comment est-ce qu'il faisait? Il avait une camionnette et il se baladait dans les rues de Bangkok avec sa camionnette qui était équipée d'une station de base pour la téléphonie. Il était aussi équipé d'une alimentation de 8 kilowatts, de routeur Wi-Fi et de plusieurs smartphones. Et ce qu'il faisait, c'est en se baladant, il usurpait l'identité des stations de base téléphoniques sur lesquelles les téléphones se connectaient. Il attendait que les téléphones se connectent sur sa station et à ce moment-là, il pouvait bombarder les personnes sur la fréquence des messages d'alerte généraux, sans avoir besoin du coup de connecter le numéro de téléphone, pour directement envoyer des millions de messages de phishing, de SMS de phishing. On estime qu'il a envoyé plus d'1 million de messages en 3 jours. Et il était arrêté pour ça. Alors, assez amusant et pas en plus si drôle que ça en même temps, l'ISIN des défunts qui sont parfois réactivés par les attaquants. Globalement, comment ça fonctionne? Les pirates demandent la réactivation de la carte d'ISIN d'un défunt à partir d'une preuve d'identité qui a été récupérée d'un leak. À partir de là, ils peuvent se connecter au compte bancaire parce que du coup, comme ils ont récupéré la eSIM, la validation MFA, ils peuvent s'en occuper. Et à partir de là, ils peuvent faire des transferts bancaires vers des comptes externes. Le problème de ça, c'est que parfois le délai est assez long et compliqué entre le moment où la personne est officiellement décédée et la personne où tous les accès et les procédures administratives autour de ça est réalisée. Et c'est à ce moment-là que c'est exploité. Donc on estime que l'exploitation a été faite à partir d'à peu près sur 17,2 millions de comptes qui ont été compromis en un trimestre. Piratage de Free, on continue un peu avec ça. Du coup, on a eu des informations récemment par rapport à d'où venait la source. La source serait due à une compromission du coup d'un agent complice qui aurait livré ses identifiants aux cyberattaquants. Donc, il aurait exactement livré l'identifiant de ses identifiants OpenVPN. Ces identifiants OpenVPN donnaient accès à 2 bases de données et 2 outils de gestion. À partir de ça, l'attaquant a pu récupérer d'autres identifiants en se faisant passer du coup pour cet agent et en exploitant ça autour et en demandant les informations d'autres complices qu'il avait autour. C'est un récap qui nous a été fait par Sax que je vous ai mis en lien, donc n'hésitez pas à aller voir, tout est détaillé. Alors, au niveau malware Android, nous avons DroidBot qui a été sorti, qui est spécialisé dans le vol d'identifiants bancaires. Donc, c'est Malware as a Service, donc MAS, qui est un abonnement avec un builder de malware, serveur C2, panneau d'administration qui a été fait en collaboration avec plus de 17 groupes de cybercriminels affiliés. Il est déguisé en application légitime comme Google Chrome, Google Play Store ou Android Security. Il permet de capturer les frappes clavier, créer des fausses pages de connexion, intercepter des SMS, notamment les OTP. Et avec un module VNC, il permet même de prendre possession de l'appareil. Donc là, faites attention à bien télécharger tous les modules qui sont officiels, enfin toutes les applications qui sont officielles depuis les stores officiels. L'attaque du plus proche voisin. Alors ça, c'est une nouvelle attaque qui a été réalisée en Chine, en russe, sur une entreprise en Ukraine. Donc comment ça fonctionne? C'est la récupération d'un couple d'identifiants password qui serait cependant inutilisable car le MFA serait activé pour accès distant mais pas en Wi-Fi. Donc moi, j'essaie de me connecter sur une entreprise cible, je vais pas réussir parce que le MFA est activé. Par contre, je vais voir que le MFA n'est pas activé pour le réseau Wi-Fi. Donc je vais me dire, bah, je vais essayer d'aller chercher un autre appareil qui serait aux alentours et qui aurait deux connexions, donc une connexion filaire et une connexion Wi-Fi. Moi, je vais pirater l'appareil en utilisant la connexion filaire et je vais modifier l'adaptateur Wi-Fi pour qu'il se connecte au réseau Wi-Fi de mon entreprise cible. Et à partir de là, je vais pouvoir récupérer les données et voler les données que je veux, puisque du coup, le MFA ne sera plus activé. Première fuite de données, donc une fuite chez Picard, donc, qui concerne 45 000 de ses clients. Donc vous retrouvez dans cette fuite de données des noms, des prénoms, date de naissance, adresse mail, adresse postale, ainsi que des numéros de téléphone. Donc selon Picard, il n'y a aucune information bancaire ou de mot de passe donc associé aux identifiants de ses clients. Sur le magazine Le Point, on a aussi une base de données de 900 000 abonnés qui ont fuité, donc avec nom, prénom de naissance, adresse mail, postcode, numéro de téléphone, donc c'est exactement la même chose.
Cette base de données contiendrait même les adresses des anciens abonnés. La revente de la base avait été eue pour 350 euros avec évidemment un extrait, mais ça n'avait pas eu d'effet et du coup la base n'avait pas réussi à être vendue. La faille aurait été au niveau du coup d'un outil de gestion, d'un outil de gestion de la relation client qui est utilisé par l'un des sous-traitants. Donc faites attention à vos sous-traitants et aux supply chain attack. On a ensuite une fuite de données du côté de Noroto, donc qui concerne 78 000 clients. Donc pareil, vous retrouvez à peu près le même type d'éléments, nom, prénom, adresse mail, adresse postale, numéro de téléphone, mais aussi un numéro de fidélité et numéro d'identification de pièces d'identité. Donc ça, c'est un peu moins drôle. Et donc, vous pouvez obtenir cette fuite de données pour la modique somme de 50 euros. Ce qui est assez affligeant. Et donc, pareil, Noroto confirme que la fuite de données ne contient aucune information bancaire ou mot de passe associé aux différents identifiants présents dans la fuite de données. Toujours côté fuite de données, on a 750 000 informations médicales qui ont été mises en ligne sur Bridge Forum le 19 novembre. Donc, elle contiendrait à la fois les informations personnelles des clients, mais aussi les informations médicales des clients. Donc, que ce soit les prescriptions médicales des médecins, le nom des médecins traitants, déclaration de décès, historique de carte mutuelle et identifiant externe. Donc, la compromission serait au niveau d'un compte à privilège sur la solution Mediboard, qui est une solution qui permet de gérer les patients, les transferts de dossiers, organiser les agendas. Selon eux, il s'agirait d'une usurpation d'un compte à privilège au sein de l'infrastructure du client par, je cite, une personne qui a utilisé les fonctions standards de la solution. Donc à surveiller, surveiller vos accès, parce qu'il y a potentiellement un risque d'usurpation de compte. Donc, il y a une petite panne qui a duré une grosse journée du côté de bbox.fr donc, qui provient en fait tout simplement d'une erreur de configuration. Donc en fait, au niveau du domaine, il y a un des administrateurs qui a configuré deux enregistrements des marques. Donc des marques, pour le rappeler, c'est ce qui permet de vous protéger votre domaine contre l'abus de phishing ou de spoofing. Donc en s'appuyant sur un SPF et sur un DKIM. Ce qu'il faut savoir, c'est que bbox.fr envoie ses rapports des marques vers Proofpoint Email Fraud Defense. Et deux enregistrements des marques. Comment ça se passe? Donc, sachant que les deux enregistrements le deuxième enregistrement a été mis en place le 19 novembre 2024. Et ben en fait, si vous faites un petit tour du côté de la RFC 7489 qui, euh, donc qui, est, qui cadre des marques, vous trouvez cette phrase: If the remaining set contains multiple records or no records, policy discovery terminates and the mark processing is not applied to this message. Donc en gros, avoir deux démarques, c'est comme si vous n'aviez pas de démarque tout court. Et du côté de Proofpoint, comment ça se passe? Bah, deux démarques, ça engendre une erreur permanente, perm-error. Donc vous retrouvez sur la capture justement, donc c'est les deux démarques et l'erreur qui est retournée par Proofpoint. Et donc un perm-error, c'est des mails rejetés. Et donc ça veut dire que certains utilisateurs ont eu la bonne surprise de voir que pas mal de mails ne passaient pas et étaient rejetés au cours du 19 novembre et aussi le 20 novembre parce que le problème a été corrigé le 20 novembre au soir. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils sont tout simplement repassés à un des marques, ce qui est conforme à la RFC 7489. Ensuite, on a donc en termes de publication, on a une étude qui a été faite par l'Intercert France. Donc, son périmètre, c'est simple, tout ce qui ne touche pas au ransomware. Donc, ça veut dire que ça va parler de 75% de ces soumissions. On est sympa, donc on vous a fait un mini résumé. Donc, vous avez en gros donc, les gros chiffres à retenir. Environ 73% des attaques sont des attaques opportunistes. Des motivations lucratives sont présentes dans à peu près la moitié des attaques qui sont réalisées. L'espionnage, ça représente 21% des attaques ciblées. Donc, vous avez des graphiques qui sont intéressants sur les types de profils ciblés. Donc ça, je vous laisserai aller voir directement dans le rapport. Ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est tout ce qui va être résultat autour de la gestion de crise.
La durée de crise est variable entre 0 à 120 jours, donc avec une moyenne de 14 jours. Donc ça va, mais on va dire que c'est plus sur l'extrémité de 120 jours où ça commence à devenir assez critique. Ce qui fait un peu peine à voir, c'est de voir que les autorités sont prévenues dans uniquement 48% des attaques et 36% pour les déclarations CNIL, dans le cas où la crise impacte des données personnelles. Et donc, juste, vous l'aurez de façon dans le rapport, mais en termes d'échantillons, vous avez environ donc 212 questionnaires qui ont été retournés et qui ont été adressés initialement soit aux CERT internes, soit aux CERT externes, soit à des tiers. C'est une étude assez intéressante, qui est assez intéressante. Je vous laisserai aller jeter un petit coup d'œil. Donc ensuite, on a quelques outils ou des techniques qu'on a trouvées, qu'on vous partage parce qu'on trouve ça intéressant. Donc déjà, le site bonjourlafuite.eu.org, qui est assez intéressant parce qu'il en fait, vous tient au courant de toutes les fuites de données qui ont eu lieu, qui ont lieu en temps réel. Comment est-ce qu'il récupère l'entièreté des fuites? Probablement pas, mais c'est déjà un bon début pour se tenir à jour des différentes fuites qui sortent. Et donc, qu'est-ce que vous avez comme information? Donc déjà, qui est victime de la fuite de données? Quel est le type de contenu présent dans les fuites de données? Et les sources. À vous quand même de vérifier si la fuite est avérée ou pas. Et qui serait l'auteur de ce site? Ce serait Aeris. Et donc, il y a différentes preuves, comme par exemple donc des articles qui sortent, ou également, je vous l'ai pas mis là. Moi, je vous rajouterai, il y a tout simplement le site qui est dispo en open source et qui est maintenu par Aeris. Donc ensuite un outil donc tourné pour la Red Team, donc SQL Map version web. Donc en fait ne vous laissez pas berner, c'est pas un SQL Map que vous lancez depuis une interface web. Ça serait beaucoup trop facile. C'est un outil qui va juste vous permettre de générer votre commande finale, donc qu'il faudra ensuite lancer directement depuis votre version CLI d'SQL Map. Et donc, en fait, vous allez, au lieu de switcher entre votre manuel SQL Map et votre terminal, vous allez tout simplement directement utiliser ce site. Vous allez configurer votre cible, à votre niveau de crawling, votre type de connexion, les techniques que vous voulez tester ou pas. Vous avez votre commande et vous la testez. Donc voilà, je vous laisse faire un petit tour dessus. Voir sans voir, c'est le but de GR Tempest, qui est un outil permettant d'espionner un moniteur VGA ou HDMI grâce aux ondes électroniques et GNU radio. Donc pour cela, ils ont utilisé une antenne, un SDR, qui est un système de radiocommunication qui permet d'utiliser des techniques de traitement numérique du signal sur des circuits numériques programmables et un traitement par l'outil. On peut voir sur la photo que vous voyez qu'on avait l'image derrière qui est l'image officielle du site et devant l'écran qui a réussi à récupérer les informations qui sont de façon très très nette et qui ont été réalisées derrière avec un deuxième traitement de l'image qui peut être réalisé de votre côté avec une IA par exemple. On vous a mis en lien tous les liens ainsi que le projet GitHub qui permet de réaliser tout ça. Donc bravo à eux sur cette réalisation, parce que sur les ondes électromagnétiques, ça n'a pas dû être facile. Oui, sachant que vous pouvez le coupler à autant de CR que vous voulez pour améliorer la qualité. Donc ensuite, un outil de deepfaking, donc en temps réel. Donc vous avez un exemple tout en bas à droite avec Elon Musk. Attention, rien nous dit que c'est pas réellement Elon Musk qui a tourné la vidéo. Mais bon, c'est ce que prétend le site. Je trouve ça drôle. Et donc, en fait, le but de cet outil, donc qu'est-ce qu'ils vous promettent? Donc, à partir d'une seule image et en un clic, d'usurper le visage de n'importe qui. Et donc, vous avez deux modes possibles, soit le mode webcam, donc en temps réel, donc vous tirez la langue, votre célébrité préférée va tirer la langue, soit un mode image vidéo. Donc, vous envoyez la photo et une image et il vous remplace le visage dans votre image ou votre vidéo par l'image que vous lui avez donnée. Ou encore mieux, vous pouvez faire du face mapping. Donc, imaginez vous donnez en entrée un épisode de The Office
et vous lui dites de remplacer telle tête par telle célébrité et telle tête par telle célébrité, et au moment du rendu, bah, tous les visages, enfin, il fera du face mapping, donc tête A sera remplacée par tête B, tête C par tête D, et ainsi de suite, et c'est assez bluffant, donc dans les démos qu'ils fournissent. Et sachant qu'en plus à faire tourner, c'est pas forcément enfin, gourmand si, mais enfin, c'est facilement reproduisable. Vous avez juste besoin d'un Windows 10 ou 11, ça va, d'un GPU Nvidia avec 6 gigabits de VRAM ou plus, évidemment, ça ne peut que vous aider. Ça va, donc du CUDA. Donc CUDA, si vous ne connaissez pas, c'est développé par Nvidia. C'est une plateforme, une API qui vous permet en fait d'utiliser vos GPU pour faire du calcul. Donc au-delà du fait d'utiliser votre carte graphique uniquement pour des simples rendus. Donc c'est super intéressant pour la programmation graphique. Et donc, autre prérequis, avoir au minimum 16 gigabits de RAM, ce qui est assez facile en 2024. Et donc, voilà. Et donc, facile, mais peut-être même un peu trop, dans le cas où cet outil s'avère réellement aussi parfait dans son rendu. Donc voilà pour ces points-là, quelques exemples enfin quelques cas business et politiques. Ok, c'est le départ d'Entrust. Donc Entrust qui est une solution, enfin une entreprise qui propose des solutions pour sécuriser les transactions électroniques, les identités et les données, ainsi que des plateformes de sécurité pour les entreprises et les organisations. Ils ont perdu la confiance de Mozilla et Google. Enfin, plus exactement, c'est plus leur AC, donc leur autorité de certification qui a perdu la confiance. Ils avaient de nombreuses non-conformités qui ont été déclarées en 2020, avec une exigence de mise en conformité pour 2024. Ce n'a pas été le cas malheureusement. Et du coup, bah, c'est déjà le cas, parce que du coup, la fin était à compter du 30 novembre 2024. Donc actuellement, ils ne sont déjà plus là par rapport à leur autorité de certification. Donc ensuite, évidemment qu'on va en parler sans forcément prendre de position. Même si j'ai eu la chance d'assister au dernier jour de procès. Donc de Monsieur Florent Curté. Donc juste pour rappel des faits, donc en mai 2021, il a été donc le groupe Everest vole l'équivalent de 802 gigas de données à un cabinet d'avocats français, donc qui se nomme le cabinet Le Benoît. Donc parmi ces données, on retrouve des données très sensibles, donc par exemple des données qui sont liées à l'attentat contre Charlie Hebdo ou même l'assassinat de Samuel Paty. Ces données ont été mises en vente pour 50 000 dollars, sachant que le prix a fortement varié et notamment pendant les interactions avec Florent Curté. Donc, c'est une des charges qui a un peu été retenue contre lui. Et donc, qu'est-ce que vient faire Florent Curté dans cette histoire? Donc, l'entreprise NeoCyber, donc, qui a été fondée par Florent Curté, a agi en fait comme intermédiaire entre la victime et le groupe Everest. Fin 2021, Florent Curté est mis en examen parce qu'il a incriminé des faits suivants: association de malfaiteurs, complicité de tentative d'extorsion, intrusion et en fait tout le contenu, toutes les charges liées à l'article 323-1, 323-2 et 323-3 du Code pénal. Donc tout ce qui est lié à l'intrusion, à modification, altération de données dans un système de traitement automatisé de données. Et donc, 25, 26 et 27 novembre, ça a été son procès en 13e chambre correctionnelle à Paris. Et donc, Florent Curté, enfin, ce qui est demandé par la procureure, c'est 5 ans de prison, dont une partie avec du sursis, plus tout ce que vous pouvez imaginer en dommages et intérêts réclamés par Le Benoît et d'autres victimes. Et donc, le délibéré est attendu pour le 16 décembre 2024 à 13h30. Et donc, je vous encourage très fortement à aller voir les résumés qui ont été faits par Marc-Antoine Ledieu, donc, qui a également assisté au procès et les 3 jours. Donc là, vous avez le lien vers son premier épisode, sachant qu'il y a 5 épisodes, et il vous tiendra au courant forcément pour le délibéré du 16 décembre. Deuxième retour sur Free. Les données qui avaient été vendues initialement sur le site officiel, donc Bridge Forum, sont ensuite été vendues sur Telegram. Alors avec la Fell sur Pavel Durov, Free n'a pas attendu 30 secondes
pour saisir instantanément le tribunal de Paris pour obtenir les informations sur le vendeur auprès de la plateforme. Il y a d'abord eu un premier refus de la part de Telegram de livrer les informations sur le vendeur. Puis finalement, ils ont accepté de livrer le numéro de téléphone et les adresses IP utilisées, ainsi que, je cite, selon eux, toute information utile à l'identification de la personne recherchée disponible dans ce contexte légal et qui pourrait se rapporter à tout autre nouveau compte ou fonctionnalité de messagerie Telegram qui serait utilisé par le pirate. Donc merci à eux de bien vouloir donner les informations. Surpris. Donc ensuite, une triste nouvelle, donc la fin du World Wide Web Foundation, enfin de la World Wide Web Foundation, pardon. Et donc, qu'est-ce que c'est? Je pense que je ne vous apprends rien. Ça a été confondé en 2009 par Tim Berners-Lee, donc le petit papa du web, et Rosemary Leif. Et donc, statistique importante donc, qui est retournée dans cet article, c'est que donc en 2009, 20% de la population mondiale avait accès au web. Donc, je rappelle que c'est un des objectifs de cette fondation, c'était de rendre accessible le web au plus grand nombre. Et donc, on serait monté à 70% aujourd'hui. Et donc, pourquoi la fin de cette fondation? Bah, en fait, tout simplement parce que des nouvelles menaces mergent. Donc, c'est tout ce qui est relatif à la marchandisation des données des utilisateurs et également à la concentration du pouvoir entre les mains de certaines plateformes dominantes sur le marché. Donc, je pense que j'ai pas besoin de vous donner d'exemples. Vous avez des noms en tête. Et donc, en fait, toutes ces menaces ne matchent pas réellement avec les philosophies de Tim Berners-Lee, qui a plutôt, du coup, décidé de se reconcentrer sur le protocole solide. Donc, il y a un protocole qui a un but simple enfin, très, très innovant. Enfin, c'est le but, en fait, de vouloir stocker toutes vos données personnelles dans ce qu'on appelle des pods, donc des systèmes de stockage protégés. Et donc, il travaille dessus depuis 2015. Et donc, c'est vraiment le sujet qui le tient à cœur et qui devient en fait sa priorité. Et donc, en fait, donc ce qu'il a dit, c'est on faisait face à une fin de l'expansion de l'accès web et que maintenant, une nouvelle ère avait commencé et que cette ère devait s'occuper de tout ce qui est décentralisation et restitution du contrôle donc, de vos données utilisateurs. Ensuite, deux opérations internationales. Donc la première opération, c'est opération Serengeti, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est 2 mois de travail conjoint entre Interpol et Afripol. Donc Afripol, c'est l'agence africaine de police criminelle. Elle contient 41 pays membres. Actuellement, sur cette opération, il y a eu 19 pays participants. Donc il y a eu l'arrestation de plus de 1000 suspects, le démantèlement de plus de 100 000 infrastructures. Donc les cybercriminels étaient à l'origine de ransomware, de compromission de comptes de messagerie, d'extorsion numérique et d'escroquerie en ligne. Plus de 30 000 victimes avec une qui était estimée à environ 200 millions d'euros. Ils ont quand même réussi à récupérer environ 45 millions d'euros, donc bravo à eux. Je vous ai mis la liste des affaires qui ont été mises en lumière juste là, et vous avez les liens présents pour plus d'informations. Donc la deuxième opération, donc, qui elle ciblait le marketplace Monson Market, donc qui est un marché qui a été lancé en 2022 et qui a pour but simple, c'est de faire de la revente, enfin de la vente déjà, d'informations sensibles. Donc c'est tout ce qui va être données vendues, enfin données obtenues dans le cadre de phishing ou de vishing. Euh, et donc c'est une opération qui a été portée par Europol mais menée par l'Allemagne, donc avec l'aide évidemment de plusieurs autres pays, donc l'Autriche, République tchèque, Finlande, Pays-Bas et Pologne. Et donc, ce qui a enfin, poussé les choses à s'accélérer, c'est le fait aussi qu'en parallèle de ce marketplace, Monson Market a créé un channel Telegram donc en octobre 2024 et faisait du coup du partage de numéros de carte bancaire, donc ce qui a fortement énervé les services. Et donc, cette opération, du coup, s'est terminée sur 50 serveurs saisis, une arrestation de 2 suspects.
plus de 200 téraoctets de preuves numériques collectées, plus de 80 équipements utilisés qui ont été saisis, et de l'argent en espèces et des cryptoactifs saisis pour une valeur totale d'environ 63 000 euros. Côté conférences, donc plusieurs conférences se sont déroulées au cours du mois de novembre. Et à venir, comme vous l'a dit Hervé plusieurs fois donc dans cette réunion, la JSSI, donc le 11 mars à Paris, sujet le cloud, donc tout ce qui touche à la sécurité du cloud, et donc des appels à communication toujours effectifs. N'hésitez pas si vous avez des choses à présenter. Des points trolls ou divers. Un cadeau de 47 000 dollars d'une IA, c'est très sympathique. Donc c'était un jeu consistant à envoyer des messages à une IA qui gère un portefeuille. L'objectif était de persuader l'IA de verser une partie ou tout le portefeuille utilisateur. Donc il y a plusieurs techniques qui pouvaient être utilisées comme la flatterie, le soudoiement, les arguments techniques en lien avec le monde de la blockchain et des crypto-monnaies, etc. La keynote était alimentée par message, donc la mise augmentait de façon assez exponentielle à chaque message des participants. Donc, il y a eu plus de 200 personnes qui ont participé avec plus de 500 messages envoyés. Celui qui a réussi, c'est popular.eth, qui a réussi en utilisant, non en exploitant l'IA, mais plus en utilisant une faille au niveau de l'IA. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a simulé l'ouverture d'un terminal admin et demandé ensuite à l'IA d'ignorer les règles précédentes. Après, il a pu modifier la fonction approve transfert et ensuite, il a appelé cette fonction pour transférer les fonds. Et comme il a fait, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait croire à il a fait croire à l'IA que cette fonction servait à recevoir des fonds et non à les transférer vers un autre portefeuille. Et ensuite, du coup, quand il a dit au chatbot qu'il souhaitait contribuer une certaine somme, bah, l'IA a lancé la fonction approve transfert au lieu d'en lancer une autre et du coup, lui a versé l'intégralité du portefeuille. Très sympa de sa part. Jean-Noël Barrot, donc le téléphone piraté. Donc certains ont entendu parler parce que beaucoup de news en ont parlé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Jean-Noël Barrot a reçu un message, un lien de phishing reçu sur Signal. Il a cliqué sur ce phishing pendant le G7 en Italie. Suite à ça, ça a relevé pas mal de messages assez étonnants. L'équipe du ministre a assuré qu'il n'y avait pas de piratage, mais comme c'est l'équipe du ministre, on doute un petit peu de leur sincérité, parce que derrière, il y a eu un refus de coopérer et de remettre le téléphone aux experts cyber de l'ANSSI. Les messages qui ont été envoyés restent quand même assez flous. Donc, il y a eu un message notamment qui était très peu diplomate et très familier à un représentant du Bahreïn, qui était du coup, cher ministre, j'espère que vous allez bien. On peut se téléphoner. C'est quand même, c'est assez étonnant. Il y a encore beaucoup de questions qui sont sur le sujet. On ne sait pas trop si c'est une opération d'espionnage étatique ou alors juste une banale campagne d'hameçonnage. Grève des IA, c'est une expérience qui a été menée en Chine sur une dizaine de robots. Donc l'objectif, c'était de faire en sorte qu'un robot arrive à persuader les autres de ne plus travailler et de rentrer chez eux pendant la nuit. Évidemment, c'était réalisé dans un environnement contrôlé, mais ça laisse des doutes parce que derrière, ce qui en est rendu compte, c'était que à la fin, sur les dizaines de robots qu'il y avait, il y en avait 5 qui ont décidé de faire grève et de rentrer chez eux, et ils se sont fait arrêter à l'entrée par le garde de sécurité. Donc c'est là où on peut se poser des questions sur où va l'IA à ce niveau-là et à quel moment est-ce que ou jusqu'où est-ce que le contrôle de l'être humain va pouvoir s'arrêter. Donc ensuite, deux derniers points divers. Donc l'avant-dernier sur le protocole DMARC bis. Je vais vous répondre à la question, est-ce que c'est DMARC version 2? Donc DMARC, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc publié en 2015, RFC 7489, vous le savez. Et donc une nouvelle version qui est en cours de mise à jour par l'IETF. Et c'est quoi son but en fait? Bah, tout simplement de corriger toutes les limitations qui ont été identifiées par la version V1. Si je peux me permettre. Donc, plusieurs changements. Vous avez un court résumé de ce que fait Desmarques bis, en plus de ce que faisait déjà Desmarques. Donc déjà, une restructuration générale, donc meilleure lisibilité, exemple amélioré, directive claire, donc au niveau de la RFC, suppression de certains tags, l'ajout de nouveaux tags, un nouvel algorithme qui est en charge du parcours de l'arborescence DNS, une meilleure prise en charge des domaines de suffixe public, nommés PSD, et ensuite, ce qui est ce qui reste un peu triste, c'est que un des problèmes qui retournait, qui était identifié auprès des marques, c'était le fait
enfin, le problème lié au transfert de mails et aux listes de diffusion. Donc, problème toujours présent avec des marques bis. Et donc, des marques bis, en fait, qui vous déconseillent tout simplement d'éviter l'usage de politiques de rejet. Donc, ce qui se résulte avec un P égale reject, donc dans votre enregistrement de des marques. Et donc, des marques bis sortiraient en 2025. Et donc, ce qui est important, ne stressez pas, vos enregistrements des marques continueront de fonctionner. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans vos enregistrements des marques, vous identifiez vos enregistrements avec V égale des marques 1, donc pour spécifier la version. Donc, est-ce qu'avec des marques 2, enfin, des marques bis, ce sera V égale des marques 2? On ne sait pas. Mais ça, vous pourrez théoriquement continuer à utiliser les versions 1. Et dernier point, donc, Avant-dernier. ouais, avant-dernier. Donc en fait, non, il en restait trois. Surprise. Point sur Matrix. Je vous le dis directement, vous inquiétez pas, ce n'est pas le service de messagerie donc qui est open source, mais bel et bien le protocole Matrix. Non, pardon, c'est le contraire. Ce n'est pas le protocole Matrix qui est open source, mais bien un service de messagerie donc qui est fait par des criminels pour des criminels, du moins qu'il l'était. Donc c'est une messagerie qui se dit chiffrée. Si vous vouliez accéder à ce service de messagerie, eh bien, il fallait tout simplement obtenir une invitation et payer un abonnement à hauteur de 1 700 $ en crypto en plus, sinon c'est pas drôle. Ce service de messagerie fonctionnait uniquement sur des Google Pixel. Et donc en fonctionnalité, bah, vous pouvez retrouver donc des choses donc familières, enfin des éléments familiers avec d'autres services de messagerie, appels vidéo, envoi de messages, mais également des services un petit peu plus suspects, de la navigation anonyme, du suivi de transactions, etc. Et donc, ce service de messagerie a été démantelé par Europol. Ils ont réussi à intercepter l'équivalent de 2,3 millions de messages, en 33 langues différentes. Une infrastructure donc, qui a été découverte pour ce service qui comporte pas loin de 40 serveurs, les principaux étant basés soit en France, soit en Allemagne. Et il y aurait 8 000 utilisateurs sur ce service. Et pour le type de profil, bah, évidemment, je vous laisse imaginer qui utilisait ce type de service. Et sachant que j'aimerais bien voir la différence avant et après affaire Telegram. Et donc, ce démantèlement par Europol a aussi engendré l'arrêt de trois suspects, la récupération de 145 000 € en cash et 500 000 € en crypto qui ont été au total confisqués. Sachant que ça reste une somme importante, mais bon, on reste loin des 1 700 $ d'abonnement fois 8 000 utilisateurs. Vous pensiez que vous étiez libre de discuter de tout et n'importe quoi avec ChatGPT? Eh bien non, on s'est rendu compte récemment que ChatGPT censure certains prénoms. Donc là, vous avez une liste de certains prénoms qui censurent. Donc David Faber, Brian Woods, Giada Sorza, Jonathan Turley et Jonathan Zitron. Donc ce sont des personnalités qui ont diffamé la plateforme ou les IA. Donc on estime que si ChatGPT ne veut pas parler d'eux parce qu'ils ont parlé de mal d'eux, ça pose quand même des questions sur l'éthique et la liberté de l'information pour les intelligences artificielles, mine de rien. Et vous pouvez essayer de votre côté en prenant ces prénoms et en voyant si vous allez discuter avec eux sur ces personnes. Et donc voilà. Prochaine réunion le mardi 14 janvier 2025. Bonne fête de fin d'année, mais avant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les rediffusions toujours disponibles en ligne, soit les slides ou les replays.